Togo Info, le Togo à votre portée. Avec notre invitée, Madame Naudou Lanson, la coordonnatrice générale de la STT. Avec elle, nous parlons de la situation des travailleurs du Togo, aussi avec les enseignants. Madame, aujourd'hui, on voit clairement que vous avez des problèmes ou bien vous êtes mal vu par la FESEN et la CZ. Pas la FESEN, c'est ma fédération. Et les enseignants aussi, aujourd'hui, disent que c'est vous qui bloquez leur évolution dans ce versement de salaire et maintenant d'entrer en grève. Qu'est-ce que vous allez faire? Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Ils menacent d'aller en grève contre qui? Contre Madame Lawson? Non. Moi, si c'est moi qui suis le problème, est-ce que c'est contre moi qu'on va en grève? Vous avez dit tout à l'heure que mal vu par la FESEN et la CZ. C'est la CZ seule qui est dans cette action-là aujourd'hui. La fédération qui est ralliée à la STT, qui est la FESEN, n'est pas dans cette optique. Tout simplement parce que quand on est de bonne foi, on comprend ce que j'ai dit. À nulle part, ou à aucune des tables, moi-même j'ai été en grande part impliqué dans la prise ou bien la mise en place de ce protocole d'accord. Parce que quand ça caillait sur le terrain l'année où ils étaient en grève tout le temps, j'ai été une très grande actrice. J'ai été à leur côté. Je les ai conduits comme je peux pour pouvoir permettre à ce qu'on arrive à cette discussion-là. Et la discussion a eu lieu. Et nous avons ensemble œuvré pour que le protocole soit mis en place. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, je viendrais saboter le travail de mes propres efforts? Ce que j'ai passé des nuits sans sommeil pour obtenir, pourquoi je dirais aujourd'hui en train de le détruire? Je ne le ferai jamais, je ne l'ai pas fait hier, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais les camarades de cette fédération-là, quand ils viennent et qu'on constate qu'il y a un problème ou bien il y a un couac dans le test ou bien les choses là, au lieu d'aller affronter, d'assumer que nous sommes tous dedans, moi-même dedans, parce que je n'avais pas compris le problème comme ça. Au départ. Donc, à tout protocole, à tout accord, il y a toujours, à un moment donné, dans l'exécution, on se rend compte toujours qu'il y a des insuffisances. Des erreurs. Il y en a toujours, même depuis, dans toute l'Europe, dans le monde entier. Tout protocole a toujours des insuffisances. Et toi, syndicaliste, tu te dois de l'assumer. Et c'est ce que les camarades ici ne font pas. Nous avons tous compris d'une manière. On a fait l'erreur de ne pas mettre ça par noir sur blanc. Voilà ce que nous voulons, comment cela doit être fait. Mais si c'est comme ça, on assume et on dit aux camarades, prenons-le comme ça. Et après, on va rectifier. D'autant plus que ce n'est pas qu'on a arrêté l'argent. L'argent a été donné. Le montant qui a été attribué, si chacun le divise aujourd'hui, il va retrouver le montant mensuel qu'il a pris en une seule fois. Est-ce qu'avant, il ne prenait pas la prime d'entrée en un seul bloc? Prenez la prime d'entrée en un seul bloc. Pourquoi cette fois-ci, à la veille avant même la rentrée, on paye ça en un seul bloc et on trouve qu'on doit aller en grève pour ça? Si on va en grève pour ça, c'est comme si on s'amuse avec l'arme ultime qui est la force des travailleurs. Et la grève. Si la chose n'a pas été distribuée, n'a pas été donnée, je suis derrière eux pour faire une grève. Mais si elle est donnée, ça a été donné en bloc. Et c'est en partie de notre faute parce que nous n'avons pas été vigilants à ce niveau-là. Et on peut encore continuer la discussion. La table est toujours ouverte. La discussion n'est pas close. Moi, vous pouvez revenir quand même à tout. Maintenant, on va parler de la réévaluation de la valeur indiciaire. C'est vrai que le 26 avril, devant l'Assemblée nationale, le chef de l'État a quand même annoncé cette mesure. Il a aussi parlé de l'indemnité de départ à la retraite qui a été supprimée entre-temps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ces mesures-là? Non, on ne les a pas. Comme tu te souviens, je m'en vais restaurer aussi une chose dans son contexte. Si, bien sûr, le chef de l'État, le 26 avril 2019 dernier, a fait cette annonce, mais c'est le résultat de notre table de discussion. À la table de discussion, nous sommes parvenus à un accord de principe que pour une mesure d'augmentation de salaire
puisse être accordée aujourd'hui, il faut que cette mesure-là puisse couvrir au même moment et les actifs et les retraités. Donc la seule mesure qui pouvait avoir cette importance, bien, pouvait couvrir les deux à la fois, oui, c'est la revalorisation de la valeur indiciaire. Donc c'est sur ça que nous sommes arrivés à la table de discussion où toutes les centrales, y compris la STT, avec le gouvernement qui a la personne du ministre du Travail. Certains parlent de 5%. Est-ce que c'est le taux réel? Est-ce que le chef de l'État, le 26 avril, avait prononcé un taux? Non. Ça n'a jamais été question. Après, nous avons entendu des rumeurs qui nous revenaient avec insistance, sur les 5%. Et nous en avons parlé avec le ministre. Nous lui avons dit, 5% c'est trop peu que nous ne prendrons pas. Donc, il faut que nous retournions à la table pour discuter du quantum. Et au jour d'aujourd'hui, c'est accepté tel quel. Pas les 5%. Oui. C'est accepté que nous discuterons autour du taux. C'est accepté. On ne l'a pas encore fait, mais c'est accepté. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir. Oui. Le 22, 21, 80, 99, le 92, 02, 80, 63 pour poser des questions à la coordinatrice générale de la STT, Madame Nadou Lawson, sur le débat. Madame, on a aussi, le ministre, le président aussi parlé de la construction de 2 maisons de retraités. Ça, c'est une mesure que les retraités eux-mêmes ont réclamée. Vous avez souvenance qu'un 30 mai, ils ont marché et ils ont tendu un cahier de doléances au gouvernement qui comprend beaucoup de mesures, y compris le reversement du reliquat des arriérés des indemnités de départ à la retraite qu'on avait commencé à leur payer en 2014 qui est resté aujourd'hui. Gardez le fil de votre analyse, on va prendre M. Komlavi. M. Komlavi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, je voulais saluer notre invité de ce matin. Vraiment, il nous a vraiment ému par sa réaction. Ce que nous demanderons, c'est que cette collaboration entre le gouvernement soit toujours maintenue pour une bonne heureuse année académique de cette année, comme ça a été l'année passée. Le problème, on trouvera toujours, mais toujours pour caser le cap de consultation et de l'union de consultation pour tous les problèmes qui viendront pour être trouvés leur solution, mais toujours manifester donc que ce n'est pas la bonne voie pour sauvegarder l'éducation de nos enfants. Okay. Donc je l'encourage vraiment, tel qu'elle dit, il faut toujours négocier. Ni le gouvernement ni les syndicats ne sont pas contre l'éducation du groupe. Nous toujours pour la bonne marche pour l'éducation. Tout continue comme ça. Merci beaucoup à vous, Komlavi. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Mon ami Joseph Boyer. Non, il est là. Bon, ma question d'avoir fait. En tout cas, avant la rentrée, le président a reçu les enseignants. Oh, oui. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, que le gouvernement respecte ses engagements. Mais ça me donne qu'aujourd'hui, madame dit maintenant, parce que moi, je vais dire madame que, vous savez, ce qui se passe de vous, c'est mieux qu'on voit ailleurs. On voit ça parce que l'Afrique, on n'a qu'à savoir qu'on n'a pas d'argent. Ou on n'a qu'à aller doucement. C'est pas vraiment les étudiants approchent et puis les gens posent, c'est comme des montagnes. Donc ils n'ont qu'à se patienter. Il y a les pauvres et tout ça là. Concernant les bâtiments scolaires ou autres, il n'y a pas de problème. Il y a des projets que le chef de l'État a mis en affaire en train de bientôt construire les bâtiments scolaires. Ok. Merci beaucoup à vous, monsieur Ali. Monsieur Zizing, bonjour. Alors, bonjour, Gilles. Alors, bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur Zizing, allez-y. Ok. Madame, je tiens à vous féliciter pour votre bravo et surtout votre détermination. Je tiens aussi vraiment parce que vous avez été très objectif dans votre parler, dans votre intervention. Donc, je tiens précisément à vous féliciter et à inviter vos collègues enseignants à une opportunité pour qu'ils puissent reprendre par rapport à ce que vous dites. Je vous permettrai je connais ce que vous êtes, donc il faudrait que
vos invités, les enseignants, puissent reprendre le chemin des cours. Merci beaucoup. Derrière vous, c'est monsieur Papa Sibiti. Papa Sibiti, bonjour. Mon directeur, c'est Joachim. C'est Gildas. Ah, monsieur Gildas. Bonjour. Bonjour. Je salue notre présidente, Madame Lawson Nadou. Bonjour, Madame Nadou. Bonjour, monsieur Sibiti, comment ça va? Je suis votre papa, je suis plusieurs fois venu vous voir pour les retraités. Oui. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup à N'écoutez toi. pas les autres. Ceux qui doivent prendre la parole au niveau de l'enseignement doivent être ceux qui ont enseigné avant de parler. Tout ce qui se passe, nous savons que le président de la République fait beaucoup. Nous sommes restés sous les arbres enseignés avec de bons résultats. Mais le président, c'est notre président, il n'a qu'à tout faire pour aider l'enseignement. C'est l'enseignant qui a tout fait. Maintenant, les retraités. Madame la présidente, comme vous avez dit, les retraités, leurs problèmes, non, c'est vos problèmes. C'est tout pour que les indices là, depuis 2000, combien 6% que nous avons reçu, rien. On a fait 50, 30 000, 20 000. Et pour nous, n'écoutez pas les retraités, les présidents des retraités là. Prenez les choses en main. Vous avez dit que le président doit faire pour les indices. Oui, Papa Sibiti. Oui, Madame Nadou vous a compris. Merci beaucoup. On prend derrière vous, Monsieur Yaovi. Monsieur Yaovi, bonjour. Allô? Ah, il est reparti. C'est fini pour les coups de fil. Madame, on va aller avec Papa Sibiti qui vous encourage, mais de penser au cas des retraités. Je rappelle que vous êtes aussi à la retraite depuis janvier 2000. Merci beaucoup. Papa Sibiti ne le sait pas. Donc ces problèmes me concernent plus que tout le monde. Papa Sibiti, ne vous en faites pas. Je n'avais pas fini mes propos quand on a commencé à recevoir les auditeurs. Oui. Et je disais qu'à la table, nous sommes aussi venus à convenir qu'il faut reprendre le paiement de l'indemnité de départ à la retraite. Et aussi, à ce niveau, nous ne sommes pas encore mis d'accord sur le quantum et le comment on doit le faire. Mais le principe de le reprendre, c'est ça que le chef de l'État a annoncé, autant que le principe d'augmenter la valeur indiciaire. Donc, les deux principes que nous avions arrêtés, c'est ça qu'il a annoncé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour habiller ces deux principes-là? Quel est le taux de la valeur indiciaire accordée? Comment on doit faire payer les indemnités de départ à la retraite? À quel taux? De ça avec le gouvernement reste, aussi. on va discuter pour qu'on puisse mettre la mesure en place. Papa Sibiti vous dit d'aller très vite parce que le cas des retraités... Moi-même, je suis parti à la retraite sans rien, les mains vides. Alors que le Code du travail exige de l'employeur privé de payer une indemnité de départ à la retraite à ses employés qui partent. Mais nous, à la fonction publique, autant d'années que tu as fait, tu pars les mains vides et les 3 premiers mois, tu n'as rien, tu restes là à regarder l'air à ne rien manger, c'est ça. Mais donc, on ne peut pas se taire là-dessus. Monsieur Ali, c'est vrai qu'il a dit que avant la reprise des classes, vous avez quand même rencontré le Premier ministre comme ici, l'homme Classou. On a dit que bon, pas de problème, l'année scolaire va se dérouler comme sur des roulettes. Mais aujourd'hui, il est étonné de voir que bon, il a encore des remous. Il est étonné, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Les remous qui sont là sont en train d'être orchestrés autour d'un malentendu. C'est là, moi, ma position. C'est un malentendu qui est là, qu'il faut éclaircir. Il faut que les enseignants, à moins qu'il y ait d'autres revendications. Mais si c'est au cours de la non-mensualisation de la prime à la fonction enseignante, c'est un malentendu. Nous tous, nous avons entendu une chose, le gouvernement en a entendu une autre. Parce que nous n'avons pas pris soin de mettre par écrit tous les deux ce que nous devons faire par rapport à cela. Donc, quand la chose est venue et que le montant est payé, ce n'est pas qu'on a retenu le montant. Le montant est payé, versé. Nous devons maintenant nous asseoir et voir comment éclaircir définitivement ce malentendu pour qu'on puisse aller de l'avant. Vous voyez,
Si on s'en va faire grève, rien que pour ce malentendu, et que demain matin, avant même qu'on ne parle, on change le concept, on écrit autre chose, qu'est-ce qu'on va faire de tout le gâchis qu'on aura causé avec la grève? Je ne suis pas contre la grève, il faut que cela soit clair. Je ne suis pas contre la grève. Je dis seulement, on fait la grève autour d'un vrai motif qui permet d'obtenir quelque chose. Ici, c'est un malentendu. Il faut vite régler. Voilà, merci. Oui, au-delà de ce protocole d'accord au niveau de la cité, vous aussi, vous avez entre-temps élaboré une plateforme avec 8 points de revendication. Et ça évolue aussi à votre niveau. Ça évolue, c'est ça qui a fini par aboutir sur les 2 mesures que je viens de payer, puisque notre plateforme a été combinée avec la plateforme des centrales syndicales. Et ça contient aussi beaucoup de paramètres sur la révision des tests du travail même qui nous régissent aujourd'hui. Et ça aussi, nous sommes dans la dynamique. Il y a le code du travail qui va être révisé, il y a la convention collective qui, ipso facto, déduisant d'être du code du travail, va l'être aussi, et même le statut de la fonction publique, dans lequel il se trouve aussi aujourd'hui à l'application des insuffisances qui n'avantagent pas la fonction du fonctionnaire. Donc, tout ça là va être révisé. C'est dans la discussion que nous en sommes arrivés que pour améliorer les rémunérations, il faut augmenter la valeur indiciaire, puisque dans notre plateforme, nous avons parlé des allocations familiales, nous avons parlé des indemnités de transport, nous avons parlé des indemnités d'hébergement, de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Tous ces points-là ont été discutés. Et tout ce qui est rémunération, nous en sommes convenus que comme c'est pour augmenter la rémunération du fonctionnaire, autant qu'on en fasse une mesure qui couvre et l'actif et le retraité. Et c'est ça qui a été définitivement adopté comme valeur indiciaire. Donc sur notre plateforme, nous avons évolué. Il reste que l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, autour duquel nous-mêmes, travailleurs, nous sommes divisés. Parce que nous disons, il y a une grande partie qui dit, on est exploité, on ne nous paye pas bien. Et maintenant, on va nous retenir encore au service plus longtemps que d'habitude, quand on n'aura plus aucune force d'aller rien faire à la retraite pour pouvoir compléter notre retraite. C'est à ce moment qu'on va nous libérer avec une portion du salaire que constitue la retraite. Le mieux, c'est de partir tôt. Le mieux, c'est de partir tôt. Donc, nous-mêmes, nous sommes divisés là-dessus. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à avancer. Là aussi, vous allez trouver un problème. Madame, merci d'être passée dans cette émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à mes camarades d'enseignants que la STT n'a jamais été contre leurs intérêts. Plutôt, nous avons toujours œuvré partout où leur intérêt est en jeu, à ce qu'on les prenne en compte. Et nous continuerons de cette manière. La seule manière d'être ensemble, c'est de revenir pour que nous puissions ensemble reconstituer ce que nous étions, pour qu'on puisse voir au-delà comment nous devons mettre encore des actions d'amélioration. Ce que nous avons aujourd'hui, nous les avons déjà acquis. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Et si nous mettons notre énergie ensemble, avec tout l'ensemble des fonctionnaires de l'État, nous obtiendrons encore meilleurs gains que ce qu'ils sont en train de recevoir aujourd'hui et qui est sans cesse source de nouvelles grèves. Je ne suis pas contre la grève, je le dis encore une fois, mais il faut que la grève soit à bon escient. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Nadou Lanson, la coordinatrice générale de la Série des travailleurs du Togo. Merci d'être passée dans cette émission. Merci à TV, mais ça a été pour la coordination technique. La sous-romiade de Togo. .info aussi était dans ce studio pour enregistrer cette émission. Prochain rendez-vous de l'info, c'est à 13h, mais Jacob Ahama et Nessina Kogo seront là à 9h pour le journal en éveil. Portez-vous bien et bon début de journée à toutes et à tous. Audi Atu, vous êtes sur Victoire FM, la 96.3, également suivi sur le www.radiovictoire.fm. Notre invité, c'est Madame Nadou. Une fois encore, bonjour Madame. Bonjour Joachim et Gildas. Gildas. Vous êtes habitué, pas grave. Ouais. Gildas, Madame. Autant pour moi, bonjour Gildas, bonjour à tous les auditeurs. Et j'espère que vous vous portez très bien. Très bien, ça fait longtemps, on n'a plus de vos nouvelles, Madame. Oui. Ça fait longtemps au gré des travailleurs. Merci beaucoup. Vous êtes la coordinatrice de la STT et la SCI à travers du Togo. Comment se porte votre centrale syndicale? Moi, je peux dire
que notre centrale syndicale se porte très bien au jour d'aujourd'hui. Et quand bien même nous ne sommes pas dans les rues, nous sommes en train de faire un travail de fond. Nous sommes en train d'asseoir notre centrale. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une nouvelle centrale. Oui, oui. Et toute une nouvelle construction a besoin d'une bonne fondation, a besoin de mettre en place de bonnes structures qui permettent après que la centrale puisse mieux fonctionner et puisse porter toute son aide à tous les travailleurs qui s'y sont ralliés. Donc nous sommes dans cette phase vraiment d'approfondissement de nos structures. Et c'est ce à Mais quoi pour nous certains, nous vous attelons. êtes dans un coma profond. Oh non, vous savez, et au Togo, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur comment fonctionne un syndicat et principalement comment fonctionne une centrale syndicale. Tant que vous n'êtes pas dans les rues en train de revendiquer un quelconque avantage ou un droit, on pense que vous ne faites rien. Le syndicalisme, c'est un travail de tous les jours. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde de travail où les intérêts divergent. Les intérêts de l'employeur et du travailleur divergent fondamentalement. À l'endroit où l'employeur veut avoir la plus grande part, le travailleur aussi met sa force du travail. Et il mérite d'avoir aussi le juste revenu de ce qu'il met en place comme force pour pouvoir apporter la valeur ajoutée à la production de l'employeur. Mais il se passe que journalièrement, je vous en prie, les travailleurs sont brimés. Les droits des travailleurs sont mis au rebut et on nous exploite de tous les côtés. Donc une centrale syndicale, c'est quoi? C'est une organisation qui va vers les travailleurs, qui les aide, qui écoute les deux parties, qui aide les travailleurs à pouvoir se rendre. Parfois même les travailleurs ne savent même pas que c'est leur droit. Donc, à les aider à pouvoir mieux se reconstituer et à pouvoir faire face. Parfois aussi, c'est nous-mêmes, nous négligeons nos propres devoirs, croyant que en le faisant, nous sommes en train de brimer l'employeur. Ça aussi, c'est des notions quand même que vous devez quand même enseigner à vos syndicats. On va parler. Mais madame, aujourd'hui, du mouvement STT de 2013 à la centrale syndicale depuis 2015, est-ce que vous avez l'impression que vous avez pu satisfaire les attentes des travailleurs togolais? Et moi, je dirais oui. Je dirais oui, mais en partie. Je dirais oui, en partie. Pourquoi je dis oui en partie? Nous sommes dans un monde dynamique où chaque jour qui passe, il y a de nouveaux éléments qui viennent s'ajouter aux éléments avec lesquels nous vivons. Nous avons été dans les rues de 2013 à 2015, nous avons obtenu des avantages et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2019 et certainement que beaucoup de ces avantages sont dépassés par rapport au coût de la vie, par rapport à nos propres... Il faut réactualiser, il faut aller de l'avant, il faut maintenant aller en profondeur. On ne peut pas non plus continuer à rester à la surface du problème sans toutefois porter atteinte à nos propres droits et à nos obligations. Donc, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons réanalyser toute la situation et pouvoir orienter mieux orienter les actions à venir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement par rapport à ça. On a fait une revendication, on a obtenu des choses. Quels résultats nous avons eu en obtenant les choses de cette manière? Quels résultats nous avons eu en obtenant ces choses-là eux-mêmes? Est-ce que ça nous a porté vraiment un vrai gain, une amélioration de notre condition de travail? Donc aujourd'hui, vous mettez l'accent plus sur le dialogue? Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le dialogue parce que, à un moment donné, nous avons trouvé qu'il fallait aller au dialogue. Il fallait aller au dialogue. Vous savez vous-même, je ne vais pas revenir sur toutes les péripéties de 2015. Donc, il fallait aller au dialogue. Mais nous attendons, tant que l'oreille nous est prêtée, pourquoi ne pas parler dedans? Puisque de toute façon, quand nous sommes sur les rues, il faut revenir à la table de négociation pour pouvoir discuter. Mais quand on vous dit venez en même temps pour qu'on vous écoute, pourquoi ne pas exploiter cette situation l'occasion là et gagner du temps? Donc c'est une autre de faire ce dialogue, l'autre de respecter les conclusions. On va revenir. Voilà. Mais aujourd'hui, madame, vous avez dit que le syndicalisme est une école aujourd'hui. Le concept
tellement évolué, mais on constate que les Togolais s'intéressent peu au syndicalisme. Est-ce que vous avez fait aussi le constat? Totalement, j'ai fait totalement le constat parce que si aujourd'hui nous on compte réellement ceux qui sont adhérés au syndicat, qui ont donné leur assentiment, ont rempli une fiche d'adhésion, ont mis leur photo, leur signature et qui cotisent à un syndicat sont très peu. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans la fonction publique, ils sont très peu. Alors que le monde du travail aujourd'hui compte plus d'1 million, 1,5 million travailleurs. Allez dans toutes les centrales de notre pays, quand on vous donne le nombre réel de ceux qui se sont inscrits, ils sont très peu par rapport à ça. Mais ceux qui les cotisent... gens ne comprennent pas. Ceux qui cotisent ont encore moins. Ceux qui se sont inscrits sont là, c'est un fait. Mais ceux qui cotisent encore, c'est très peu. La faute à qui? Est-ce qu'il manque d'éducation? Je crois que c'est des deux choses. Il manque la volonté et il manque l'éducation. Parce que quand tu vas vers les camarades, tu leur expliques la nécessité, par exemple, de participer d'ailleurs d'abord à toute la vie du syndicat. Quand on s'inscrit dans un syndicat, on participe à ces réunions, on donne son avis et ensuite on cotise pour que les premiers responsables que l'on a mis en place puissent avoir les moyens de fonctionner, d'aller exécuter les décisions que nous avons prises ensemble pour nous. On ne peut pas venir dire il faut faire ci, il faut faire ça, et puis après aller s'asseoir et regarder. La personne aussi est un travailleur. Comment il va faire pour pouvoir aller exécuter, même prendre le déplacement de chez lui pour aller sur un lieu de travail La plupart disent que ils n'ont pas assez de temps pour ce travail. C'est vrai que dans les autres pays, comment les gens font? Est-ce qu'au Togo, le travailleur est plus occupé que dans tous les autres pays? Dans les autres pays, vraiment, mes chers, ce n'est pas ce que nous faisons au Togo. Quand vous allez visiter d'autres syndicats, vous allez rester la bouche ébahie. Le secrétaire général, pratiquement, c'est un PDG. C'est un PDG, pas dans le sens où il administre les choses, mais on l'a mis dans des conditions telles qu'il ne peut faire que le travail pour lequel il a été élu. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est un PDG. Donc, non, quand on veut faire quelque chose, on trouve toujours le temps. Nous sommes tout de suite ici. Quand vous avez besoin de faire, malgré que vous soyez à l'antenne, vous trouverez le temps d'aller ou bien le moyen d'aller faire la chose, de courir et de revenir. Donc, c'est qu'il n'y a pas la volonté de réellement faire. Ou bien, on n'a pas bien compris. Il y a aussi ce paramètre-là qu'il faut souligner. Pour d'autres, là, bon, ils se posent la question, que vont-ils gagner en étant quand même un membre d'un quelconque syndicat? Des fois, on attend. On rentre dans les besoins d'abord avant de... Merci beaucoup. Beaucoup de gens, quand ils ne sont pas dans la nécessité de se faire défendre, ils disent que qu'est-ce qu'ils vont gagner. Jusqu'au jour où ça leur tombe dessus, maintenant on se dit comment on fait. Les gens vous disent, va voir le syndicat. Qu'est-ce que c'est un syndicat? Donc c'est à partir de cet instant qu'on commence à se poser la question, ou bien à chercher où se trouve même le syndicat qui peut les épauler. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que, dès que le travailleur commence à prendre fonction, il faut qu'il cherche à se rallier à d'autres travailleurs sur le lieu du travail où il est. Parce que quand d'abord vous êtes ensemble et que l'employeur même voit que ces gars-là, ces personnes-là, ils se réunissent souvent et ils parlent de leurs conditions de travail, de comment améliorer même sur les lieux. Déjà, l'employeur même, il sait que bon, mais les gens que j'emploie sont déjà avisés. Son comportement déjà est différent. Par rapport à ceux qui s'en foutent, ils viennent au travail, s'assoient, ils font ce qu'ils ont à faire, ils rentrent chez eux. On sait que vous êtes dans la totale indifférence de votre ignorance et d'indifférence de votre situation. Ben, on pose des actes dont vous n'êtes même pas conscient que c'est un acte qui est en train de vous léser. Donc l'employeur profite de cette situation. Totalement. Nous tous, nous le faisons. Quand tu es dans un milieu où les gens ne savent pas concrètement ce qu'il faut faire, ben, chacun profite. C'est ça, c'est l'habitude humaine. Donc, il faut que les travailleurs sur les lieux se renseignent, se rapprochent les uns des autres. Et quand maintenant vous vous entendez bien, vous pensez que vous pouvez mettre en place, vous réunissez les conditions pour mettre en place un syndicat. Il ne faut pas hésiter. L'éducation ouvrière, c'est aussi une solution pour quand même faire intéresser les travailleurs quand même au syndicalisme. On apprend qu'au niveau de la synergie, vous avez quand même un projet en ce sens-là. Comment ça va se faire? Merci beaucoup. La STT est en train d'initier un vaste projet de formation. Formation continue, nous l'appelons, parce que ça va commencer par des formations modulaires
modulaire à un moment donné, mais ça va se maintenir sur le terrain. Nous allons faire quoi? Nous allons, pour le moment, il y a des syndicats de base qui ont demandé cette formation, des employeurs qui en ont demandé pour leur syndicat. Nous irons sur ce terrain-là d'abord. On va commencer par former les membres de ces syndicats-là pour le compte de l'employeur, des employeurs qui en avaient fait la demande. Et par la suite, pour toute notre base à nous, nous allons instaurer une formation tournante dans 3 jours dans la semaine où les gens passeraient faire des modules et repartir. Tu fais mardi, mais tu ne fais pas jeudi, l'autre revient vendredi, ainsi de suite. Nous allons faire cela de manière à ce que les camarades de nos syndicats de base puissent s'approprier les vrais termes, les droits et les devoirs du travailleur, les termes de nos tests, le Code du travail, la Convention collective interprofessionnelle, le statut général de la fonction publique et d'autres thèmes encore d'actualité d'aujourd'hui qui nous intéressent, de manière à ce que le travailleur de base de la STT puisse être quelqu'un d'informé, puisse être quelqu'un de formé, puisse être quelqu'un qui sait ce qu'il fait, puisse être quelqu'un qui, dans n'importe quelle situation, puisse se dire que voilà ce qu'il faut faire et pas cette autre chose. Comme ça, quand nous sommes ensemble, nous parlons d'une même voix. Oui. Et chacun se comprend. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose que d'autres vont le travestir et me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Et on sait pourquoi telle chose peut être dite de cette manière. Ce sera à travers tout le pays, cette formation? Non, la formation pour le moment va se dérouler à notre siège. À Lomé. S'il faut faire venir les camarades de l'intérieur, ils vont, comme ça ne va pas être continu, ça ne va pas trop peser sur les emplois du temps, ni sur les postes de service qu'ils occupent. Donc c'est comme ça, on va les alterner jusqu'à au moins dans un premier temps former tous nos points focaux. Former tout le point focaux pour que quand ils sont sur le terrain, ils soient des gens informés, des gens formés qui puissent faire face valablement à n'importe quelle situation de travail qui s'impose à eux. Voilà. Depuis plus d'1 an, madame, on note une accalmie sur le front social. Les ministres, le gouvernement l'ont dit que c'est l'aboutissement ou bien c'est le travail de tous les acteurs, y compris vous, les centrales syndicales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre vous, les centrales syndicales et le gouvernement, vous avez trouvé un terrain d'entente? Vous savez, une des lois du dialogue social, c'est d'abord de trouver l'entente. Parce que quand vous ne vous entendez pas et que vous voulez dialoguer, ça finit toujours par un pugilat. Or, nous voulons trouver des solutions. Nous voulons trouver réellement des solutions. Les trouver et ensuite faire en sorte qu'ils soient appliqués. Donc, c'est 2 choses. Mais dans un premier temps, il faut trouver les solutions. Si on ne trouve pas un terrain d'entente, comprendre la position du gouvernement et le ramener à nos droits à nous, et dire exactement ce qu'il nous faut pour que la chose soit améliorée, comment on va faire? On ne peut pas. Donc, il faut d'abord qu'on s'asseye et qu'on puisse discuter à fond, à cœur ouvert, pour pouvoir trouver les solutions adéquates. Ensuite, on fera en sorte que cette décision-là puisse être appliquée pour faire améliorer la chose. Plus nous faisons améliorer les conditions-là petit à petit, plus on gagne du terrain, plus on engrange d'acquis. Puisqu'on ne peut pas tout avoir à un moment donné. On ne peut pas tout avoir. Autant aller dessus petit à petit pour engranger le plus grand nombre d'acquis possible. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes dans une dynamique de discuter profondément. Et au jour d'aujourd'hui, les oreilles d'écoute sont là. Nous voulons en profiter le plus possible. Et le jour où il en sera autrement, on fera autrement. Vous avez dit que vous êtes satisfait des discussions avec le gouvernement? Pour le moment, on ne peut pas être satisfait à 100%. Moi, je ne le suis pas. Sérieusement, je ne le suis pas. On ne peut pas être satisfait à 100%. Et ça aussi, ce sont les aléas des conditions de travail. Oui. Parce que quand à trop tirer aussi sur les choses, quelque part, ça lèse aussi le travailleur. Donc pour ça, nous sommes en train de faire la part des choses petit à petit. Et à la fin, on présentera tout le travail. Fait quand même à votre base. En avril 2018, vous avez signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans l'application? Merci beaucoup. Et nous avons signé ce protocole d'accord pour les enseignants. Et dans l'année de 2018, un avantage majeur qui avait été mis en place par nous tous,
a été appliqué, à savoir le milliard qui leur avait été mis sur la prime à la fonction enseignante qui avait été distribuée en 2018. Il est dit dans cet accord qu'en début de chaque exécution du budgétaire, les groupes, les fédérations et les ministres, à savoir le ministre de l'Enseignement et le ministre de la Fonction publique et du Travail, vont se retrouver pour pouvoir déterminer par rapport à la ligne budgétaire mise à la disposition de l'éducation s'il y a moyen d'augmenter ou bien d'octroyer encore un autre pan de cet avantage au cours de l'année qui va s'exécuter. Donc, en cette année 2019, cette assise a eu lieu et il a été déterminé 2 milliards. Et les 2 milliards aussi ont été donnés. Certes, ce n'est pas de la même manière que celui de 2018 avait été fait, mais les 2 milliards au jour d'aujourd'hui ont été distribués. Est-ce qu'ils sont indexés quand même au salaire? Les 2 milliards ne sont pas indexés au salaire. Il a été aussi dit dans ce protocole que ce sont les fédérations qui vont donner la clé de répartition. On détermine, on dit, bon, par rapport au budget, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà, on a trouvé tel nombre de milliards. Comment faut-il le distribuer? Et ce sont les fédérations qui ont amené la clé de répartition qu'ils ont donnée aux finances. Et c'est par rapport à ça que la répartition a été faite. Moi, je ne suis pas au fait des détails de cette clé. On a appris, madame, que vous avez eu une réunion récemment avec le ministre de la Fonction publique. Au cours de cette réunion, vous aurez quand même demandé à ne plus indexer ces salaires-là, ces salaires-là quand même au mois à nos amis des enseignants, ce qui suscite aussi des remous au niveau des syndicats des enseignants. On a vu encore des assemblées générales synchronisées et même des menaces de grève sont en train d'être brandies. Selon certains, c'est vous qui sabotez le dispatch de la somme. Merci beaucoup. Cet aspect qui s'est dit depuis ces 10 jours qui se sont écoulés depuis notre dernière rencontre avec le ministre du Travail, c'est un aspect qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai constaté, malheureusement, à mon corps défendant, que beaucoup ont travesti mes propos. Beaucoup ont travesti mes propos au cours de cette réunion. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette réunion-là? Les camarades étaient venus et d'abord c'était chez le Premier ministre. Ils ont posé le problème de comprendre comment la répartition de cette année 2019 avait été faite. Puisqu'ils s'attendaient à ce que cela soit réparti, cela soit mensualisé jusqu'à la fin de l'année 2019 et ça a été donné en un seul bloc. Alors, ils se sont dit, mais comment cela s'est-il fait? Le jour-là, le Premier ministre leur disait qu'il ira faire les recherches et il leur donnera le retour après. Et c'est le ministre de la Fonction publique, le ministre Bahara, qui nous a appelés pour donner la réponse là que le Premier ministre avait promis. Et à cette réponse, le ministre Bahara disait que le gouvernement n'a pas dit que formellement, que tous les ans, il va indexer. On va donner quelque chose. Selon les capacités budgétaires. Oui. Si la capacité favorise que l'on le mensualise, on le mensualisera. Mais si la capacité ne permet pas de mensualiser, ça va être ponctuel. Et que c'est un malentendu qui s'est glissé dans les choses. Parce que moi-même, à mon entendement, ça devrait chaque année être mensualisé. Oui. Donc c'est un malentendu. Le gouvernement n'a pas dit qu'il va arrêter. Ça n'a pas été clair. Voilà, le protocole ne l'a pas précisé. Le protocole n'a pas précisé, n'a jamais parlé d'indexation. Donc nous l'avons compris. Dans les discussions que nous avons faites au cours du protocole, nous l'avons tous compris comme ça. Eux et nous, on l'avait compris comme ça. Mais quand ça a été fait l'année 2018, nous avons dit, bon, donc notre compréhension était la meilleure. Maintenant, en 2019, quand ça a changé, c'est en ce moment que tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déjà par 2 fois, quand nous étions dans les discussions, j'ai dit aux camarades, cette histoire, il faut que vous posiez mieux le problème pour que la clarification nous soit donnée. Il ne faut pas qu'ensuite, quand nous allons vers les camarades à la base pour restituer, on restitue des choses qui ne se sont pas dites. Donc, quand ils ont encore posé le problème chez le ministre Bahara,
Le ministre Bara a donné l'explication, mais ça n'a pas été Convaincu. aussi clair, pas convaincu, n'a pas été clair que tantôt ça peut être ponctuel, tantôt ça peut être mensualisé. Et c'est là, quand ils ont fini, le ministre a fini de parler, le père Afognon, que je salue ici, a pris la parole en disant que le protocole d'accord, c'est un ensemble de mesures que nous avons mis en place qui puissent permettre seulement le salaire, qui puissent permettre au travail, à l'enseignant d'être à l'aise totale sur le terrain. Donc, on est en train de faire la prime, que ce serait aussi bien que le gouvernement ajoute les autres mesures non onéreuses. Non onéreuses. Pour que, par exemple, il a même cité la loi d'orientation de l'éducation. Par exemple, ça, personne ne prendra de l'argent pour le mettre en place et pour le faire appliquer. Donc ça déjà, ça déroule beaucoup de mesures sur le terrain qui vont faire que les conditions de travail vont des apprenants. Quand ça, les apprenants et l'enseignant, tous ensemble, vont se trouver dans de meilleures conditions. Donc, il a cité la chose. Quand il a fini, il a ajouté avec les mesures du confessionnel, qu'il a remercié pour ce qui est fait, ce qui ne l'est pas encore. Et il a demandé, il a remercié pour les mesures qui sont faites et demandé que d'autres soient faites. Donc quand il a fini, moi j'ai pris la parole en disant que je remercie le Père parce que moi-même j'enlève venir là-dessus. Parce que les moyens d'autres, il faut qu'on évolue sur aussi le protocole parce qu'il y a d'autres mesures aussi dedans qui vont avantager. Donc il faut que nous allions sur ces mesures. Je disais conditions de travail. Par exemple, si on allait sur les conditions et que l'enseignant rentre dans une classe qui est climatisée, ventilée, avec des moyens électroniques, et il peut être dans sa cravate et enseigner à un nombre restreint d'élèves. Que c'est une condition, par exemple, qui peut déstresser l'enseignant, qui peut permettre à ce que l'enseignant ne tombe pas souvent malade, que l'enseignant ne puisse pas être quelqu'un d'oppressé et qui ne se sent pas à l'aise dans sa peau. Donc il faut qu'on aille, comme le Père a dit, sur les moyens non onéreux qui puissent me permettre de mettre en place ces genres de conditions. Et pourquoi pas les infrastructures? Il faut aussi qu'on aille puisque une ligne budgétaire n'est pas faite seulement de rémunération. Ce qu'on a mis au titre de la rémunération, c'est qu'il y a un moyen d'aller sur les infrastructures sans toucher à ce qu'on a mis sur le Vous étiez seul à cette rencontre avec le ministre Bara au niveau de la CETO, ou bien vous étiez avec d'autres centrales syndicales? D'autres centrales syndicales ont envoyé des représentants. Les secrétaires généraux, la plupart n'étaient pas là. Mais ils ont envoyé des représentants dans la salle. Oui, c'était ça. Et vous comprenez aujourd'hui le grincement des dents des enseignants? Je ne comprends pas le grincement des dents des enseignants pour la simple et unique raison que ce que moi j'ai dit, c'est pour encore améliorer de plus ce qui se fait. C'est pour qu'on en rajoute à ce qu'on leur donne déjà. En quoi cela? Est-ce que dire que aller faire aussi les moyens non onéreux pour les mettre mieux à l'aise? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui laisse l'enseignant? Dire aller sur les infrastructures aussi. Car eux-mêmes, ils filment les salles de classe en banco, d'autres qui coulent de l'eau pendant que aller dire par exemple de créer, de construire des salles de classe pour que les élèves de ces endroits et l'enseignant qui sont là puissent être à l'aise. En quoi cela laisse l'enseignant? Madame, on va quand même revenir pour voir comment vous allez quand même essayer de rentrer en contact avec ces centrales syndicales-là, parce que bon, elles menacent d'entrer en grève dans les tout prochains jours, mais derrière la très courte pause, on va retrouver Madame Nadoula Lonson. Bonjour à tous.